la conférence que je vais tenir aujourd'hui, c'est le Japon et la guerre du Pacifique. Et pour ouvrir cette conférence, j'aimerais vous lire trois extraits qui relatent la guerre entre les Alliés et le Japon. Alors, le 26 décembre 1941, l'émission du journal Les Actualités mondiales, je cite, « Le Japon entre aujourd'hui dans un conflit mondial avec une armée entraînée, des cadres bien formés, un matériel des plus modernes. Les débarquements de troupes nippones commencent aussitôt, attestant clairement que les anglo-saxons ont dès maintenant perdu la maîtrise de l'océan Pacifique. » Le 28 décembre 1944, le journal France Libre Actualité, je cite à nouveau, « Le Japon n'est plus à l'abri. D'île en île, de bond en bond, des armes américaines approchent. La technique et le matériel font de l'armée américaine l'armée la mieux outillée du monde. Tout réussit toujours quand la puissance industrielle, l'ingéniosité et les ressources industrielles inépuisables soutiennent la ténacité, le courage et la volonté de vaincre. » Enfin, le 30 mars 1945, dans l'émission du journal Les Actualités françaises, premier prisonnier japonais. Voici ces Ariens jaunes qui voulaient faire la Nouvelle-Asie. Voici ces Ariens jaunes qui voulaient faire la Nouvelle-Asie. Voici en France comment la lutte entre le Japon et les Alliés est présentée lors de courts reportages diffusés au cinéma à des centaines, voire des milliers de spectateurs. Ici, ces extraits nous permettent d'observer comment la guerre, à cette époque, est racontée au grand public au moment où elle est déjà advenue et qu'elle est en train de se produire. Ici, on le voit, le récit journalistique respecte un certain rythme qui est imposé par l'évolution du conflit. D'un côté, on a les vaincus qui sont absolument accablés, on a les vainqueurs dont la puissance militaire, elle, est sublimée. Ces extraits, en fait, constituent un point de départ extrêmement intéressant pour réfléchir à la question de cette narration entre le Japon et de cette guerre entre le Japon et les Alliés, et de manière plus générale, la narration même de la guerre. On pourrait se demander si ce type de support, qu'est le récit journalistique, et qui relate la guerre dans son immédiateté, retranscrit avec exhaustivité la réalité de la guerre, ou on devrait plutôt dire les réalités du conflit. Or, on peut le voir, ce récit journalistique, il limite, il restreint la guerre à une histoire presque très factuelle et non neutre. Alors, on le sait bien, il faut souvent attendre des années ou des dizaines d'années pour accéder à des sources qui nous permettent de comprendre et d'expliquer la guerre, comme des documents de l'armée, des comptes rendus d'entretien avec des leaders, ou des sources écrites orales de gens qui ont vécu, qui ont subi la guerre. Et ces ressources, du coup, qui sont riches en informations, elles peuvent être militaires, civiles, techniques, opérationnelles, elles peuvent être humaines, et elles constituent véritablement la substantifique moelle des ressources utilisées par les universitaires pour raconter cette guerre, pour en faire la genèse et pour évaluer aussi son ampleur. Pourtant, on peut se poser la question de savoir si cette recherche universitaire, elle est toujours universelle, commune, absolue. En fait, loin de là, parce que l'histoire varie en fonction de l'historien, qui est lui-même soumis à un courant idéologique, à une époque et aux problématiques de cette époque. Et c'est d'autant plus vrai pour la guerre du Pacifique, dite du Pacifique, où plusieurs courants historiographiques ont existé, ont façonné la recherche depuis le lendemain de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et il faut s'arrêter d'ailleurs sur le terme de guerre du Pacifique parce qu'il est un petit peu trompeur. En fait, dans les années 1940, les Japonais, eux, parlent de la guerre de la Grande Asie orientale pour instaurer un panasianisme et se libérer un petit peu du joug des Occidentaux en créant un ordre nouveau. Alors, après la capitulation, les Américains occupent le Japon et changent le terme, interdisent le terme précédent et le remplacent par guerre du Pacifique. Mais ce terme, il occulte une grande partie des conflits qui se sont passés en Chine. Donc, en 1931, l'invasion de la Mandchourie. En 1937, un conflit avec la Chine.
En réalité, c'est le philosophe japonais Tsurumi Shunsuke qui, dans les années 1950, parle pour la première fois de guerre des 15 ans. Alors la guerre des 15 ans, elle essaye d'englober l'ensemble des conflits qui se sont passés en Asie, dans l'Océanie, dans le Pacifique. Et les historiens qui utilisent ce terme, ils essayent de mettre l'accent au maximum sur les exactions commises par les Japonais, les souffrances vécues, subies par les pays asiatiques, et surtout l'expansionnisme japonais. Et c'est qu'en 1985 qu'on va véritablement parler de guerre d'Asie-Pacifique, qui là va être encore plus large au niveau géographique et plus large aussi au niveau conceptuel. Donc parler du Japon et de la guerre, c'est souvent revenir aux mêmes images, aux mêmes événements qui sont bien connus, c'est-à-dire Pearl Harbor. C'est aussi les unités suicides japonaises qui sont malgré elles appelées les kamikazes, mais on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. C'est parler des grandes batailles connues comme Iwo Jima ou, beaucoup plus funestement, c'est parler des bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Mais si on se limite à ces images-là, à cette vision de la guerre, on écarte beaucoup de réalités de la guerre, en fait, qui sont mises en lumière par la recherche, par les débats, les affrontements, les imbrications de l'historiographie. Je vous propose ainsi pendant cette conférence de réfléchir avec moi à cette question. Comment raconter l'histoire militaire du Japon dans les années 1940, un petit peu avant les années 1940 et jusqu'à la défaite? À l'occasion de ce salon donc dédié à l'histoire militaire autrement, j'aimerais vous montrer que pour répondre à cette question, il faut aller voir du côté des études japonaises qui sont beaucoup trop méconnues en France. C'est les japonisants qui vont permettre de faire ressortir les thématiques qui sont approchées par tous ces historiens japonais. Donc, dans un premier temps, on va regarder un petit peu comment les Américains ont raconté l'histoire de la guerre du Pacifique, avec l'histoire bataille, avec une histoire un petit peu plus doctrinaire aussi. Et dans un second temps, on va s'attarder sur l'évolution des débats de l'historiographie japonaise, donc comment les historiens japonais ont raconté la guerre petit à petit à travers les différentes époques. Donc la guerre du Pacifique, c'est un terme qui est proposé par l'historiographie américaine d'après-guerre et qui va vraiment marquer durablement l'histoire militaire japonaise dans le monde anglo-saxon, et ce jusque dans les années 1970. Cette terminologie, non seulement elle limite le conflit géographiquement, mais elle propose aussi une vision assez manichéenne de l'histoire. Pourquoi? Car elle explique que d'un côté, on avait deux camps. D'un côté, les militaristes ultranationalistes, qui étaient très souvent de l'armée de terre, et qui portent, eux, l'entière responsabilité de la guerre. D'un autre côté, on a le camp des modérés, qui ne sont pas véritablement responsables de la guerre. On a l'empereur, bien sûr. On a les hauts fonctionnaires, les diplomates, fait intéressant la marine de guerre. On a aussi la nébuleuse industrielle. On a aussi alors la sphère économique et la sphère financière. Dans la continuité de cette ligne orthodoxe, s'inscrivent les historiens conventionnels américains qui, eux, estiment que la guerre était un choix réaliste, était un choix logique, et que l'usage des bombes nucléaires était nécessaire, car il devait terminer la guerre très rapidement et sauver par la même occasion beaucoup de vies de soldats américains, mais aussi beaucoup de vies de soldats japonais. C'était l'argumentaire de ces historiens. Face à eux, on a les révisionnistes américains. Alors il faut faire un petit peu attention au terme révisionniste ici, car ce sont ceux en réalité qui critiquent l'administration Roosevelt. Ils la critiquent notamment sur l'usage de la bombe nucléaire, de la bombe atomique, excusez-moi, de la bombe atomique. Ils jugent que c'était utilisé uniquement pour démontrer la puissance militaire, pour démontrer la puissance de l'arsenal américain à l'égard des Russes. Alors au sein de l'un ou de l'autre de ces conflits, de ces débats, de ces courants historiographiques, les historiens américains, ils vont majoritairement produire une histoire-bataille jusque dans les années 70, et la majorité de la littérature universitaire américaine
sur ce sujet, elle s'attarde sur les campagnes, sur la narration des campagnes. Et du coup, on raconte les batailles, on raconte les opérations, on raconte les mouvements de troupes. Et cette tradition de l'histoire bataille, elle se poursuit jusque dans les années 70, mais aussi jusqu'à aujourd'hui. Et on a des études extrêmement riches sur le sujet. Moi, j'aimerais illustrer un petit peu ce courant historiographique, pour qu'il soit plus concret pour vous, de l'histoire bataille par l'importance de l'arme aéronavale dans le conflit de la guerre du Pacifique. Alors, une des particularités de la guerre du Pacifique, c'est de montrer que c'est extrêmement important de se doter d'une marine avec des appareils embarqués sur des porte-avions. On a 3 batailles vraiment qui va montrer l'importance de cette arme aéronavale. C'est d'abord Pearl Harbor, où les Japonais ont 6 porte-avions, 400 avions, dont 120 chasseurs. Alors c'est une victoire toute relative, car ils n'atteignent pas véritablement tous les objectifs qu'ils s'étaient fixés, mais on voit véritablement que l'arme aéronavale, la combinaison entre l'armée de l'air et l'armée, la marine, devient extrêmement importante. Ensuite, la bataille de la mer du Corail. Là, je vais vous la raconter un petit peu. Donc, c'est vraiment une bataille où on envoie des appareils embarqués les uns contre les autres, appareils à partir de porte-avions. Donc, pendant la bataille de la mer du Corail, du 4 au 8 mai 1942, on a des bombardiers en piqué Dauntless américains et des avions torpilleurs Devastator qui coulent donc le porte-avions Soro, le porte-avions Shotoku, mais qui laisse échapper un autre porte-avions en l'endommageant gravement. Là, les Japonais répliquent avec leurs bombardiers en piqué, dont la dénomination américaine est le Aichi D-34 Val, et des avions torpilleurs Nakajima B-5N KT, qui réussissent à percer le rideau de fer de la DCA américaine. Donc là, on voit des appareils embarqués contre d'autres appareils embarqués, la marine contre la marine. L'armée de terre n'intervient pas. Et même si, au début de la guerre du Pacifique, le Japon a l'avantage, devant les pertes innombrables qu'il subit, il commence à avoir du mal à remplacer ses pertes et ça devient très problématique face aux États-Unis qui, eux, ont les moyens matériels et les moyens humains de remplacer ses pertes. Mais le conflit, la bataille qui va véritablement faire pencher la balance du côté des États-Unis, c'est la bataille de Midway, du 4 au 7 juin 1942, où là, l'amiral japonais Yamamoto veut provoquer la bataille finale. Il mobilise pour ça la quasi-totalité de son arme aéronavale, c'est-à-dire 8 porte-avions, 11 cuirassés, 21 croiseurs, 75 destroyers, 21 sous-marins et 700 avions. Il commet néanmoins 2 erreurs, c'est-à-dire il reproduit une doctrine d'avant-guerre de la marine, c'est-à-dire il met les cuirassés à l'avant et les porte-avions en soutien, à l'arrière, en défense. Et il divise sa flotte. Alors les Américains, eux, ils envoient des unités de reconnaissance, ils débusquent rapidement les troupes japonaises et ils lancent un premier assaut. 33 Dauntless, donc des bombardiers en piqué, foncent sur le porte-avions Akagi et Koga et le coulent. Le porte-avions, lui, Soryu, est frappé et coulé par les appareils du porte-avions Yorktown. Et le Hiryu, un des derniers porte-avions de cette bataille, est finalement lui aussi frappé et coulé par 33 autres Dauntless, 13 Dauntless qui, à partir de 6000 mètres d'altitude, fondent à 700 km/h sur les porte-avions. Les Américains, eux, avaient beaucoup moins de troupes. Ils en avaient que... Alors, ils avaient 3 porte-avions. Oula. Excusez-moi. Ils avaient 3 porte-avions, 13 croiseurs, 25 destroyers, 19 sous-marins, 240 avions embarqués et 131 à terre. Donc là, on voit toute l'importance de l'arme aéronavale qui permet de prendre l'avantage sur les Japonais qui se replient alors dans une stratégie entièrement défensive. Et les Américains, désolé vraiment pour le son, hein, et les Américains, eux, vont reproduire le schéma de la mer de Corée, c'est-à-dire ils envoient la reconnaissance, leurs avions de reconnaissance débusquer la flotte japonaise. Après, ils permettent aussi à leurs bombardiers en piqué de prendre de l'altitude pour fondre sur leur porte pendant que les avions torpilleurs se rapprochent des navires. Tout ça couvert par la chasse qui est là pour défendre les avions contre la DCA. Mais
partir d'un moment, même les fameux avions, les fameux chasseurs japonais Mitsubishi A6M0, les 0, ne font même plus le poids face à leurs homologues américains. Alors il faut savoir qu'au début de la guerre, les Américains, les Anglais, les Australiens n'ont pas vraiment des avions de chasse extrêmement utiles, adéquats. Les Buffalo, par exemple, de la Royal Air Force ne font pas du tout le poids à Singapour et à Hong Kong contre les chasseurs japonais. Et les Wildcats américains non plus, malgré un excellent blindage et 4 mitrailleuses embarquées, ils sont extrêmement lents. Alors, les Américains réussissent quand même à se doter d'une meilleure armée de l'air, avec notamment les bombardiers en piqué bimoteur P-38 Lightning ou les fameux L4. Alors cette histoire bataille, c'est pas la seule manière de raconter la guerre. Et en effet, l'historiographie américaine, dans les années 1970, elle connaît un véritable tournant. Il y a de nouvelles études qui s'intéressent, qui se posent la question des conceptions et des croyances que détenaient les décideurs américains, alors politiques, mais surtout militaires. Les historiens américains cherchent alors à comprendre, par exemple, l'impact de Pearl Harbor sur les décisions de ces décideurs américains militaires. Ou par exemple, ils essayent d'évaluer l'importance des renseignements dans le décryptage des communications japonaises, des communications de l'armée impériale japonaise. Mais aujourd'hui, ces historiens du même courant historiographique essayent de comprendre l'évolution de l'opinion des troupes américaines sur l'armée impériale, sur les méthodes, les tactiques employées par l'armée impériale japonaise. Alors, je vais aussi illustrer un petit peu ce courant historiographique qui est plus une approche doctrinaire de la guerre. Alors il faut partir d'un tout premier constat, c'est que l'armée américaine connaissait peu, voire assez mal, l'armée japonaise, et c'est qu'à partir de 1943 que le JICPOA, donc le Joint Intelligence Center Pacific Ocean Areas, soulève le problème. L'armée américaine, en fait, elle ne mesure pas à sa juste valeur les capacités de l'armée japonaise. En tout cas, avant les premières défaites qu'elle subit en Asie du Sud. Et les premières batailles, donc les premières campagnes de Guadalcanal ou en Nouvelle-Guinée, elles permettent aux Américains de commencer à comprendre les premières faiblesses de cette armée, qui sont en fait le manque d'armes modernes et une capacité toute relative à utiliser les nouvelles armes qu'elles vont acquérir plutôt vers la fin de la guerre. Alors, dès lors, la donnée la plus importante du conflit, ça devient la vision qu'ont les Américains sur l'armée japonaise. Autrement dit, c'est contre qui combattent les Américains et plus largement les Alliés. Et est-ce que cette évolution, est-ce que cette vision, elle évolue du moment où la guerre est déclarée jusqu'au moment où elle se termine? Alors, les officiers américains, eux, ils ont rapidement compris que si leur vision de l'armée japonaise n'évoluait pas, ils seraient en totale incapacité de comprendre la manière dont elle se battait et donc d'adapter leur doctrine, leur tactique pour y faire face. Les soldats américains, eux, pendant longtemps, ils ont continué d'idéaliser le soldat japonais, ils le craignaient, mais aussi ils estimaient que c'était un peu un Superman, pour reprendre le terme de John W. Dower, car en effet il y a d'abord la discipline de fer, l'habilité à combattre et surtout le refus de toute reddition jusqu'au dernier homme. Ces caractéristiques, elles ont littéralement marqué l'armée américaine, qui pensait alors que pour vaincre les Japonais, il fallait exterminer l'armée impériale japonaise. Alors, pour soutenir les officiers, il y a eu un très gros travail au niveau du renseignement. Les agences de renseignement ont fortement permis de modifier cette vision sur l'armée japonaise. Les premières informations proviennent de comptes rendus d'affrontements préparés par les G2, donc les sections de renseignement, qui transmettaient l'info aux sections d'opération, les G3. Et on commence à avoir, les Alliés commencent alors à avoir une première approche réaliste de ces doctrines mises en place par l'armée impériale japonaise, qui sont d'abord infliger un maximum de dégâts avec un minimum de ressources. Et puis en défense, c'est d'atténuer la puissance de feu américaine et de les gêner absolument au niveau de leur déplacement, de leur mouvement.
Par exemple, à Salamoa, le plan japonais consistait à préparer des lignes de défense en cercle, incluant des positions cachées et interconnectées par plusieurs tunnels, pour empêcher de tous les moyens l'intrusion de l'ennemi. Et la troisième caractéristique aussi, que constatent les services de renseignement, c'est que les bunkers japonais n'avaient absolument aucun angle mort, ou tout du moins ils essayaient de n'avoir aucun angle mort. Alors les États-Unis comprennent rapidement que la nature du terrain et puis la disposition des positions de l'ennemi ne demandent pas de développer de nouveaux principes de guerre, mais demandent d'adapter les principes de guerre qui sont déjà bien connus de l'armée américaine. Ils donc se détachent un petit peu d'une doctrine où ils favorisent la puissance de feu et ils préfèrent développer des armes de soutien avec et privilégier aussi le déploiement très efficace de petites unités tactiques qui vont être capables d'adapter au terrain une doctrine d'armes combinées, c'est-à-dire armes de soutien et unités tactiques sur le terrain. Et les officiers, grâce à ces renseignements, ils soulèvent plusieurs problèmes de l'armée japonaise. Alors, une pauvre utilisation de l'artillerie avec très peu de munitions et des blindages extrêmement légers pour les blindés. Mais ces défauts, ils sont aussi palliés par des qualités, on pourrait dire, c'est que l'infanterie japonaise était extrêmement légère, ce qui permettait une logistique extrêmement rapide. Et il y avait des infanteries bien entraînées qui avaient très souvent une initiative tactique. J'en parlerai un petit peu plus tard, ils avaient un énorme retard sur la mécanisation de l'armée, et du lien entre blindés, infanterie, mais surtout de l'artillerie. On le voit par exemple à la bataille d'Iwo Jima, le général Kurubayashi fait faire des tirs coordonnés grâce à l'artillerie. À Okinawa, pareil, le général Ushijima possédait beaucoup d'artillerie et une artillerie extrêmement variée. Alors ce type de courant historiographique, ce type d'histoire, elle permet de produire une analyse assez doctrinaire de la guerre et donc de la raconter à travers la stratégie, à travers la tactique. Alors au niveau des opérations offensives, les Japonais, eux, privilégiaient l'infanterie avec des manœuvres de contournement, des unités d'assaut qui allaient détruire les dépôts de ravitaillement et c'était souvent des unités suicides. Et au niveau de la défense, il y a vraiment deux caractéristiques majeures qui marquent les doctrines de défense japonaises. C'est l'usage des grottes, car dans les îles du Pacifique sont volcaniques. Il y avait des grottes un peu partout et les Japonais ont su les utiliser. Par exemple, à Okinawa, la zone principale, la zone montagneuse, a été défendue extrêmement rudement par les Japonais et ils avaient préparé des positions concentriques, elles-mêmes, reliées par interconnectées par des tunnels, et l'entrée des grottes était protégée par des mitrailleuses et des tirs de mortier. Deuxième caractéristique de l'armée japonaise en termes de défense, c'est les attaques surprises. L'infanterie japonaise était extrêmement bien entraînée, surtout à la fin de la guerre, pour maîtriser ces attaques surprises. Et par exemple, pendant la campagne de New Britain, il y a plusieurs moments où les Alliés ne peuvent plus se replier. C'est impossible, ils sont pris au piège littéralement par les unités japonaises. Alors là, je viens de parler du courant un petit peu doctrinaire, on va dire. Et ces deux exemples, bien sûr, sont extrêmement riches en informations sur la guerre du Pacifique parce qu'elle nous permet de comprendre, de raconter cette guerre telle qu'elle fut en réalité sur le terrain, de manière opérationnelle, doctrinaire, tactique, stratégique. Et l'historiographie américaine, alors elle est scindée bien sûr entre les révisionnistes et les historiens conventionnels, mais elle foisonne de cette littérature, mais à la seule lumière de cette narration, on ne peut pas véritablement comprendre toutes les réalités de la guerre et surtout comprendre la guerre dans toute sa profondeur. Alors elle limite d'abord géographiquement le théâtre des opérations et comme je l'ai dit, elle propose une vision assez manichéenne de la guerre, les ultra-nationalistes, les militaristes ultranationalistes contre les alliés. Et même si de nos jours, l'historiographie américaine, elle inclut volontiers l'Asie dans son logiciel d'analyse, cette explication, cette narration de la guerre a perduré jusque dans les années 70-80 car elle allait de pair avec le contexte de politique internationale et le contexte politico-économique du Japon.
Alors il faut se rappeler aussi que par exemple le procureur du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, qui se tient à Tokyo de 1946 à 1948, cherche avant tout à établir la responsabilité du Japon dans une guerre contre les anglo-saxons. Et d'autre part, il y a avec la guerre froide véritablement la reconstruction économique du Japon qui prend le pas sur la démocratisation et les investigations pour établir et définir les véritables responsabilités ou les véritables responsables de la guerre. Et l'essor économique que connaît le Japon ne pouvait pas admettre autre chose, si vous voulez, que cette histoire racontée par les Américains qui bornait la guerre à un dérapement ultranationaliste, un glissement vers l'ultranationalisme et qui ne questionnait pas, par exemple, la responsabilité du milieu industriel, du milieu financier. Il faut aussi rappeler que le gouvernement japonais, qui est majoritairement jusque dans les années 90 contrôlé par les conservateurs, trouvait dans cette explication historiographique ce dont elle avait besoin, car elle voulait absolument que les jeunes Japonais aient une vision positive du Japon. Ils voulaient qu'ils aient une vision qu'ils soient un peu plus enthousiastes par rapport à leur pays. Il existe néanmoins deux courants qui vont majoritairement s'opposer à cette vision donc américaine soutenue par les conservateurs japonais. C'est la vision marxiste et la vision des libéraux, des historiens libéraux ou modernistes de gauche. Alors ils marquent véritablement les débats historiques, historiographiques dans les années 40, 50, 70. On a d'abord les historiens marxistes qui, eux, considèrent que la guerre provient, plutôt que la superposition entre la modernité, le capitalisme et le régime impérial qu'ils considèrent comme fasciste, a permis ce glissement vers la domination par un groupe ultranationaliste et militariste. Les historiens libéraux de gauche, eux, considèrent que le Japon avait du retard et que sa modernité était prématurée. C'est ce qui a entraîné le Japon vers la guerre. Et ces deux courants historiographiques, bien sûr, ils s'opposent d'un point de vue conceptuel, mais ils défendent à peu près une même ligne directrice, qui est le fait qu'ils veulent comprendre les causes, les raisons pour lesquelles le Japon n'a pas pu échapper à la guerre. Ils critiquent aussi le régime impérial qu'ils considèrent comme fasciste, mais surtout, ils combattent les conservateurs et le révisionnisme. Car en 1963, on commence à observer les premiers signes du révisionnisme japonais avec l'écrivain Hayashi Fusao, qui est un romancier qui sort sous forme de feuilleton sa thèse soutenant la guerre de la Grande Asie. Et il explique du coup, il justifie un petit peu le colonialisme japonais. Et le gouvernement, par ailleurs, le gouvernement conservateur et le Monbusho, le ministère de l'éducation japonaise, eux, durcissent l'évaluation des manuels scolaires. Ils veulent absolument que les petits japonais apprennent l'histoire selon leur vision, qui se rapproche énormément, donc je l'ai dit, de l'historiographie américaine. Donc face à cette tendance révisionniste qui apparaît, on a un événement qui va véritablement marquer les débats historiques au Japon. C'est en 1965, un historien et un rédacteur de manuels scolaires, Ienaga Saburo, va porter plainte pour la première fois contre le ministère de l'Éducation. Ça va être un procès de 32 ans qu'il gagnera contre la Cour suprême. Et les années 60, avec cet événement, vont connaître un renouveau historiographique. Il y a des sources qui vont apparaître et de nouvelles pistes qui vont être explorées. Alors dans les années 1960-70, il y a la publication des documents officiels, diplomatiques, militaires, les entretiens avec les leaders qui apparaissent. Il y a aussi le développement économique du Japon qui pousse les historiens à essayer de comprendre la relation entre le Japon et les pays colonisés d'antan, puisque le Japon revient dans ces pays d'Asie.
Dans les années 1980, il y a aussi un décalage entre le Japon et les autres pays d'Asie sur la conception de l'histoire contemporaine. La Chine, par exemple, en 1982, et la Corée accusent d'une certaine manière le Japon en disant qu'il minimise absolument les crimes commis sur le territoire chinois et sur le territoire coréen. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est une prise de conscience d'un besoin de décentrement du Japon, car depuis le lendemain de la guerre jusqu'à aujourd'hui, jusque plutôt les années 80, aujourd'hui ça continue un petit peu avec certaines tendances révisionnistes, mais il y a une très grosse victimisation de la guerre. Alors, il y a une victimisation de la population japonaise. Alors oui, elle a subi les bombardements qui étaient conventionnels, qui étaient atomiques. Elle a subi aussi les batailles dans le Pacifique, donc je parle là plus particulièrement de la population. La déportation, la détention des soldats aussi en Union soviétique, la pénurie alimentaire. Mais les historiens comprennent qu'il ne faut plus seulement s'attacher à cette vision nationale, mais qu'il faut avoir une vision beaucoup plus nationale. Et c'est l'historien de l'université de Kyoto, qui s'appelle Eguchi Keiichi, qui va prendre l'initiative de mettre l'accent sur les exactions commises par l'armée impériale japonaise dans ces pays d'Asie. Alors, il ouvre plusieurs dossiers, plusieurs thématiques qui n'ont jamais été traitées jusqu'à là. Le massacre de Nankin, la guerre bactériologique, les recherches de l'unité 731, la politique coloniale d'assimilation, l'exploitation économique, mais aussi la déportation et le travail forcé des peuples chinois et coréens. Cette période des années 1980, elle constitue un moment extrêmement important dans la compréhension de la guerre et donc dans la manière de raconter cette guerre. D'abord, géographiquement, le confinement du conflit disparaît. Et puis, il y a une recherche empirique qui apparaît sur les crimes de guerre, par exemple, qui commence et qui ouvre la voie vers une étude du réel. Alors, cette expression, étude du réel, elle est utilisée par les historiens japonais aujourd'hui et par les japonisants qui pratiquent les études japonaises. Et je pense qu'il faut prendre quelques minutes pour expliquer ce que je veux dire par étude du réel. Donc, dans les années 70, il y a un historien, Kuroha Kiyotaka, qui, dans un article de la revue Shiso, traduit par Pensée, en 1971 précisément, qui propose un réalisme de la façon de tuer qui s'oppose à une esthétique de la façon de tuer, cette esthétique qui était l'image principale véhiculée par l'armée américaine jusqu'en 1970. En 2013, on a un autre historien, Yutaka Yoshide, qui reprend ce projet de recherche, cette opposition entre réalisme de la façon de tuer et esthétique de la façon de tuer, et qui va un petit peu plus loin pour proposer un réalisme de la façon de mourir et réalisme de la survie. Alors, j'aimerais particulièrement m'attacher sur ce réalisme de la façon de mourir, à travers trois thématiques, pour illustrer du coup les résultats qu'il produit à travers ce courant historiographique. D'abord, la situation physique, ou on pourrait dire l'état de santé de l'armée japonaise, sa mécanisation et la mort dans l'armée japonaise. D'abord, sur l'état de santé de l'armée japonaise. Alors, au niveau de l'état de santé général, il se dégradait. À partir des années 1939, les rapports médicaux commencent à démontrer que les soldats japonais présentent un corps maigre, fin et énormément fragilisé. Les maladies aussi progressent au sein de l'armée. De 1932 à 1944, les cas de tuberculose explosent parmi les jeunes soldats âgés de 20 ans et 24 ans. On a aussi beaucoup d'autres maladies qui proviennent de l'exposition à l'industrie lourde et à l'industrie chimique, ces jeunes dans les régions dont provenaient en fait ces jeunes recrues. Et on a aussi une conscription et une mobilisation de l'armée japonaise qui inclut des hommes de plus en plus fragiles. À cause d'une demande toujours plus élevée en hommes, c'est bien normal puisque le conflit avec les États-Unis et la Chine s'enlisait. Les critères de l'examen médical de l'armée sont modifiés pour intégrer des personnes avec des constitutions physiques dégradées, pour intégrer des malades, mais aussi pour intégrer des déficients mentaux. L'armée japonaise avait recours
à ces handicapés mentaux qui ont commis énormément de crimes au sein de l'armée japonaise. Alors, c'est absolument pas pour justifier les crimes commis par eux, hein. C'est une donnée qu'il faut intégrer dans l'historiographie. Et puis, la situation nutritionnelle de l'armée qui était catastrophique. Alors, la ration, elle est d'environ 2900 calories par jour au maximum, car il y a des énormes différences et dans certains bataillons, les soldats ne mangent l'équivalent que de 500 calories par jour, alors que les besoins caloriques journaliers étaient estimés à peu près 3200 calories. Alors avant la guerre, le poids moyen des hommes est de 60 kg, après la guerre il est à 54 kg. Et bien sûr, la majorité des hommes qui vont perdre du poids et qui ne vont pas manger, ce ne sont pas les officiers. Ce sont ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Les statistiques le prouvent dans les études japonaises, démontrent par des statistiques ce fait-là. Et l'autosuffisance alimentaire est aussi proclamée. C'est-à-dire que les soldats japonais sur le territoire japonais doivent se nourrir par leurs propres moyens. L'armée ne fournit plus de nourriture, ou presque plus, aux soldats. Autre fait, c'est qu'à l'extérieur du Japon, il n'y a presque plus aucun ravitaillement, puisque les Américains ont pris l'ascendant sur les mers et dans les airs. Et on a un bataillon qui a laissé plusieurs lettres posthumes où ils expliquent qu'en Nouvelle-Guinée, par exemple, la ration s'élevait à peine à 1700 calories, certains jours. Aussi, deuxième thématique importante, c'est le retard sur la mécanisation, car les déplacements de l'armée japonaise étaient faits majoritairement à pied. Les officiers étaient, eux, à cheval. Et les chevaux permettaient en fait de faire la logistique, de la communication, de l'artillerie, etc. Le poids aussi du soldat, car il y avait un énorme retard de mécanisation, les soldats japonais devaient porter tout leur poids sur leurs épaules. On a donc un équipement qui pesait au début de la guerre entre 20 et 30 kilos. L'équipement à la fin de la guerre, il est de 40 à 50 kilos, avec des dépassements de poids de 87%. Et ces données, elles sont très intéressantes quand on pense aux marches qu'effectuaient les unités japonaises, car les marches faites par l'armée impériale japonaise, l'armée de terre, étaient réputées comme terribles, de jour comme de nuit, hein. Et certains officiers racontent dans des lettres que les soldats japonais se suicidaient à cause de ces marches et à cause de la fatigue accumulée par plusieurs jours presque sans arrêt. Et petite anecdote pour certains, information capitale pour d'autres, les bottes de l'armée japonaise. Alors d'abord, elles se dégradaient extrêmement rapidement dans des milieux qui étaient humides, qui étaient très chauds. Les semelles se détachaient. Et fait extrêmement intéressant, quand il n'y avait plus de ravitaillement, les soldats japonais n'avaient été interdits de porter des bottes. Par exemple, dans les batailles qui se déroulent dans les îles Salomon, en dessous du grade de capitaine, les soldats ne portent plus de bottes. En vue d'une bataille finale sur le territoire japonais, il fallait économiser même les bottes. Maintenant, j'aimerais parler de la mortalité, des blessures, de la maladie au sein de l'armée japonaise. Un tout premier constat, pour la Chine, en 1937, le taux de mort des soldats par maladie est de 16,9%. En 1941, il est de 50,4%. Les soldats étaient décimés littéralement par la maladie. Alors ce taux, c'est l'une de nombreuses caractéristiques de la guerre de l'Asie-Pacifique. Et la mort, advient par plusieurs moyens. Donc d'abord, on va regarder un petit peu la mort au front très rapidement. C'est la guerre du Pacifique. C'est une guerre où, pour la première fois, le nombre de morts dépasse le nombre de blessés. De décembre 1941 jusqu'à août 1945, on a pour la marine seulement 156 000 morts pour 40 000 blessés. Il y a aussi des batailles où il n'y a aucun survivant. Et quand ils se voient confrontés aux raids américains et au débarquement américain, qu'ils savent qu'ils n'ont plus littéralement les moyens de se battre et de remporter la victoire, ceux qui sont encore en état de se déplacer
font un baroud d'honneur, largement contraints par les officiers japonais. Et ceux qui ne sont plus en état de se déplacer, les blessés, sont euthanasiés par les équipes médicales. Les équipes médicales, elles, alors je vais vous dire précisément ce qu'elles utilisaient. Pour les blessés, pour les paralysés, elles utilisaient des injections d'opium et pour les tuer, des injections de chlorure de mercure. La famine aussi, il y a au moins 1 400 000 hommes qui meurent de faim dans l'armée japonaise. Ensuite, les naufrages représentent pour le conflit en Chine 15% des pertes dans ce conflit-là. Ensuite, les unités suicides, j'avais dit que je reviendrai rapidement dessus. Les Tokkotai, donc, on parle de kamikaze car c'était une unité parmi les unités suicides. Mais en réalité, ce sont des unités spéciales dénommées Tokkotai et elles n'étaient pas seulement aériennes, elles étaient aussi navales et elles étaient aussi terrestres. Enfin, pour terminer, après cette illustration de la réalité de la mort au sein de l'armée japonaise, je finis très rapidement du coup avec les années 1990 au niveau de l'historiographie japonaise. Donc on le sait tous, il y a la chute du communisme qui survient, qui entraîne la remise en cause de la vision marxiste, de la vision moderniste de gauche, et on voit des historiens postmodernistes qui vont beaucoup plus intégrer les questions sur la souffrance, sur les crimes commis contre le Japon. Et c'est durant cette décennie que les historiens japonais et les publics japonais prennent conscience d'une thématique qui va littéralement être comme une petite bombe historique, c'est les femmes de réconfort coréennes. Alors ces femmes de réconfort coréennes, elles étaient, il faut pas se leurrer, hein, elles étaient très très connues, elles étaient bien connues chez les militaires japonais, mais aussi chez les civils japonais. Mais pendant un certain temps, cette thématique est oubliée, elle est remise sur le devant de la scène, notamment par une sociologue qui s'appelle Ueno Shizuko, qui critique aussi les historiens japonais qu'elles ne prennent absolument pas compte des témoignages oraux des soldats, de ces femmes de réconfort, des civils. Et c'est aussi l'époque où l'historiographie japonaise développe énormément l'histoire militaire avec l'histoire militaire sociale. Et ce développement, il est possible car il y a un renouvellement générationnel au sein de l'histoire militaire japonaise. Les historiens marxistes, les historiens modernistes de gauche qui avaient vécu la guerre et qui souvent haïssaient l'armée partent et laissent place à des historiens qui sont nés après la guerre et qui comprennent véritablement le besoin de comprendre l'armée dans toutes ses facettes. Cette histoire militaire, du coup, elle devient transdisciplinaire, changement générationnel et elle devient sociale. On commence à s'interroger sur les rapports entre l'armée et la population. Il y a alors plein de thématiques qui apparaissent, par exemple la conscription, la formation des jeunes soldats, la vie quotidienne dans les casernes, sur les champs de bataille et le rapport au village natal ou à la famille. Dans cette historiographie, on a aussi une approche anthropologique de l'armée, avec la pédagogie de la formation, avec les objets personnels des soldats qui sont étudiés, avec le folklore et les chants et les légendes. On a même une étude sur les villes militaires qui se développent. Les historiens japonais étudient les garnisons, par exemple. Ils étudient l'industrie d'armement. Ils étudient le lien entre la société locale et l'armée. Ce sont enfin, juste avant la conclusion, pour terminer, ce sont enfin les historiens de l'histoire militaire sociale qui, pour la guerre de l'Asie-Pacifique, démontrent l'importance d'une autre source, ce sont les témoignages écrits. On le voit par exemple avec ceux des kamikazes, donc des Tokkotai, ou avec des civils, ou avec des atomisés de Hiroshima et de Nagasaki. Et c'est par là que j'aimerais conclure cette conférence. J'ai peut-être un peu débordé du temps, Monsieur Agoula, je suis vraiment désolé. Mais ce témoignage, je l'ai choisi en fait, je l'ai découvert tout à fait par hasard quand je lisais Notes de Hiroshima de l'historien qui s'appelle Kenzaburo Oe et qui, au-delà des problématiques politiques derrière le mouvement pour la paix, essaye de récolter les témoignages des atomisés. Donc c'est le témoignage d'une vieille dame qui est âgée de 74 ans, qui a été atomisée de Hiroshima et qui, de manière très simple, résume cette conférence, résume le fait que géographiquement on ne peut pas limiter la guerre du Pacifique à l'Océanie, aux îles de l'extrême sud-ouest asiatique,
à l'extrême sud-ouest asiatique, excusez-moi, et aux îles du Pacifique. Donc, je vous cite cette vieille dame. Je trouve que pour la santé, il n'y a rien de mieux que la marche. Quand je n'ai rien à faire, je passe mon temps à me promener à droite, à gauche. Alors les gens me disent, vous alors, vous êtes une bonne marcheuse. Mon mari est mort en Mandchourie et ma sœur cadette à Okinawa. Son fils aîné, lui, est tombé au combat en Chine centrale et les cendres du second reposent à Okinawa, dans le monument des enfants vigoureux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que cette petite conférence vous aura été très utile. Merci beaucoup.